Voici la traduction complète en français. Conformément à vos instructions, les phrases les plus longues ont été scindées ou ponctuées, par l'ajout de virgules, pour garantir un rythme naturel, aéré et fluide, tout en préservant le ton délibéré et professionnel du narrateur. Vous n'êtes pas sur la liste. Il doit y avoir une erreur. Ce sont les mots que ma femme, avec qui j'étais marié depuis 19 ans, m'a adressés. Elle les a prononcés devant 200 invités, à l'entrée d'un vignoble de Middleburg, en Virginie, le jour du mariage de sa fille. J'avais payé pour ce mariage. Chaque fleur, chaque chaise, chaque bouteille de champagne perlant de sueur dans son seau en argent. J'avais aidé cette fille à faire ses devoirs d'algèbre quand elle avait 11 ans, et je m'étais assis au premier rang lors de sa remise de diplôme universitaire, quand son père biologique ne s'était pas présenté. Et maintenant, Camille Whitfield, ma femme, se tenait entre moi et une tente remplie de roses blanches. Sa main était posée à plat sur ma poitrine, comme si j'étais un inconnu essayant de s'incruster à une fête que j'avais moi-même financée. Je n'ai pas protesté. Je n'ai pas élevé la voix. Je l'ai regardé pendant exactement 3 secondes, j'ai dit « c'est bon », et je suis retourné à ma voiture. Le temps d'arriver à ma maison de Great Falls, j'avais déjà appelé mon avocat. Dès le lendemain après-midi, Camille Whitfield et sa fille allaient apprendre, avec précision, quel genre d'erreur elles avaient commis. Je m'appelle Whitfield Callaway. Voici l'histoire de la femme que j'ai aimée pendant 19 ans, et de la façon dont elle a essayé de m'effacer d'une vie que j'avais bâtie. Elle a choisi le seul jour où elle pensait que je serais trop anéanti pour me défendre. J'ai 52 ans, et j'ai passé les 26 dernières années à travailler comme avocat spécialisé en droit des successions, à Alexandria, en Virginie. Mon bureau se trouve à 2 rues du front de mer de King Street. C'est une maison de ville réaménagée, avec des briques apparentes, et le genre de silence qui incite les clients à vous confier leurs secrets. J'aide les gens à décider qui obtiendra quoi à leur mort. Je rédige des fiducies. Je structure des héritages. Je négocie la paix entre des frères et sœurs qui ne se sont pas parlé depuis une décennie, mais qui doivent soudainement s'entendre pour savoir qui récupère la maison du lac. Ce n'est pas un travail très glamour, mais il m'a appris une chose que la plupart des gens ne découvrent que trop tard, les documents comptent plus que les promesses. Les gens vous diront qu'ils vous aimeront pour toujours. Le papier, lui, vous dit la vérité. J'ai rencontré Camille lors d'un gala de collecte de fonds pour l'orchestre symphonique d'Alexandria, il y a 14 ans. Elle avait 40 ans à l'époque, et elle était récemment divorcée. Elle élevait une fille de 9 ans, nommée Belle, avec les revenus d'un emploi à temps partiel en décoration d'intérieur, et une pension alimentaire qui arrivait, le plus souvent, en retard. Elle portait une robe bleu marine ce soir-là, simple, sans autre bijou que de petites puces d'oreilles en or. Et lorsqu'elle a ri à une remarque de l'homme à côté d'elle, le son a traversé la pièce. C'était d'une manière qui m'a fait oublier que j'étais censé faire la conversation à un donateur. Je me suis présenté pendant les enchères silencieuses. Elle m'a avoué plus tard qu'elle avait failli ne pas venir ce soir-là. Elle avait longuement hésité, seule dans sa voiture, se demandant si l'événement valait le prix de la baby-sitter. J'y ai beaucoup repensé depuis le mariage, à quel point il s'en est fallu de peu pour que je ne la rencontre jamais, et à quel point ma vie serait plus facile aujourd'hui, si cela avait été le cas. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant que je ne la demande en mariage. J'ai agi de manière délibérée, tout comme je le fais pour chaque chose. Je voulais d'abord connaître Belle. Je voulais voir quel genre de mère était Camille, avant de décider quel genre de mari je voulais être. Belle avait 11 ans quand j'ai commencé à assister à ses matchs de football, le samedi matin. Je m'asseyais sur une chaise pliante à côté de Camille, j'apprenais les prénoms de ses coéquipières, je découvrais qu'elle aimait le Gatorade au raisin, et qu'elle détestait qu'on l'appelle Brie. C'était une enfant sérieuse. Elle était silencieuse, d'une manière qui vous donnait envie de mériter sa confiance, plutôt que de la tenir pour acquise. Il a fallu près d'1 an avant qu'elle ne me laisse l'aider à faire ses devoirs. Il en a fallu 2 avant qu'elle ne m'appelle autrement que Whitfield. La première fois qu'elle m'a appelé, papa, elle avait 13 ans, et c'était un accident. Un lapsus, au beau milieu d'une phrase, alors qu'elle me demandait si elle pouvait dormir chez une amie. Elle s'est reprise, a rougi, et a dit « Je voulais dire Whitfield ». Je lui ai répondu que les deux m'allaient très bien. Je n'ai jamais insisté après cela. Je l'ai laissée franchir cette étape par elle-même. Camille et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie, dans une chapelle de Middleburg,
alors que Belle avait 12 ans. Belle se tenait aux côtés de sa mère, en tant que demoiselle d'honneur, vêtue d'une robe vert pâle. Pendant la réception, elle apportait un toast qu'elle avait manifestement répété, mais durant lequel, de toute évidence, elle ne s'attendait pas à pleurer. Elle a dit que j'étais la première personne qui se présentait aux événements, sans qu'on ait besoin de le lui demander 2 fois. J'ai gardé ce bout de papier, cette fiche cartonnée couverte de son écriture, dans le tiroir du haut de mon bureau, pendant 19 ans. Je l'ai toujours. Je l'ai regardé le lendemain matin de ce mariage, auquel je n'ai pas eu le droit d'assister. Pendant la décennie et demie qui a suivi, j'ai bâti une vie avec ces 2 femmes. J'étais convaincu que cette vie était permanente, avec le genre de certitude qu'un homme ne ressent que pour les choses qu'il n'a jamais eu de raison de remettre en question. J'ai payé l'appareil dentaire de Belle, son assurance automobile, et son semestre d'études à Florence. Son père biologique, un homme nommé Roy Pruitt, qui entrait et sortait de sa vie au gré du vent, n'y a jamais contribué d'un seul dollar. Lorsque Belle a été admise à l'université George Washington, je me suis assis avec elle à la table de la cuisine, pour examiner les formulaires d'aide financière. Et quand l'aide n'a pas suffi, j'ai discrètement transféré la différence, depuis un compte dont elle ignorait l'existence. Je l'ai accompagnée dans le couloir de la faculté, et non dans l'allée d'une église, le jour où elle a soutenu sa thèse de fin d'études. En effet, sa mère avait un rendez-vous client, et Roy ne répondait pas au téléphone. J'ai été présent à chaque étape importante. J'étais là aussi pour celles qui ne l'étaient pas. Parce que c'est ce que l'on fait quand on décide qu'un enfant est le sien, peu importe ce qu'en dit la biologie. La carrière de Camille a prospéré pendant ces années, d'une manière dont j'étais sincèrement fier. Elle est passée de petits projets d'aménagement résidentiel, à la direction de sa propre agence, Callaway Interior. Sa liste de clients a fini par inclure 2 membres en exercice du Congrès, ainsi que l'épouse d'un diplomate saoudien. Je l'ai aidé à structurer son entreprise. J'ai examiné chaque contrat avant qu'elle ne le signe. Je l'ai soutenue pendant 3 années d'une croissance lente et peu reluisante. Ce furent des années où elle se rendait sur les chantiers dans une Volvo vieille de 10 ans, en buvant du café de station-service au petit déjeuner. C'était bien avant les années où elle conduirait une Mercedes en location, et où elle serait photographiée pour un reportage dans un magazine de design régional. Je ne vous raconte pas tout cela pour tenir les comptes, même si je comprends l'impression que cela peut donner. Je vous le raconte parce que vous devez comprendre à quoi ressemblent 19 années passées à construire quelque chose. Ainsi, vous comprendrez à quelle vitesse tout cela peut être détruit, par 2 femmes se tenant à l'entrée d'une tente avec un porte-bloc. Les fissures ont commencé à apparaître environ 18 mois avant le mariage. À l'époque, je ne les avais pas reconnues comme telles. Je les ai prises pour de l'épuisement, pour la friction naturelle entre 2 personnes mariées depuis assez longtemps, pour cesser de faire semblant l'une avec l'autre. Camille s'est mise à prendre des appels dans son bureau, à la maison, avec la porte fermée, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a commencé à se rendre à des dîners clients, qui se prolongeaient plus tard que les dîners clients habituels. Elle rentrait à 22 ou 23 heures, sentant légèrement le vin et l'eau de Cologne de quelqu'un d'autre. Elle justifiait cela par l'odeur du restaurant, par la présence des autres invités, par des riens. Je le remarquais, de la même façon que l'on remarque un courant d'air dans une maison où l'on vit depuis des années, sans en identifier immédiatement l'origine. Le nom de cet homme, comme j'allais l'apprendre plus tard, était Desmond Chartley. C'était un investisseur en capital risque, qu'elle avait rencontré grâce à la recommandation d'un client. Il avait 12 ans de moins qu'elle, et c'était le genre d'homme qui portait un blazer lors d'un déjeuner du mardi, tout en qualifiant cela de tenue décontractée. J'ai découvert son existence de la manière dont je découvre tout, méthodiquement, et sans dire à personne ce que je faisais, jusqu'à ce que j'aie une vue d'ensemble de la situation. Un homme ne passe pas 26 ans à rédiger des documents, qui anticipent toutes les manières possibles dont une famille peut se briser, sans apprendre à lire les premiers signes de fracture dans sa propre maison. Mais voici ce que vous devez comprendre à propos du jour de ce mariage, avant que je n'aille plus loin. Je ne savais pas encore pour Desmond, lorsque j'ai conduit jusqu'à ce vignoble de Middelburg. Je me doutais que quelque chose n'allait pas dans mon mariage. Mais je ne me doutais pas que le problème s'était métastasé à ce point. Je n'aurais jamais imaginé que ma propre femme me bloquerait physiquement l'entrée du mariage de ma belle-fille, devant 200 personnes. Ni que mon nom serait manifestement absent d'une liste d'invités, que j'avais déboursé 41 000 $ pour financer.
Belle avait 26 ans lorsqu'elle s'est fiancée à un homme nommé Theo Whitlock. C'était un ingénieur en structure, qu'elle avait rencontré lors du barbecue d'un ami commun, à Arlington. J'ai tout de suite bien aimé Theo. Il dégageait ce genre de compétences tranquilles, qui me rappelait qui j'étais à cet âge. On sentait qu'il préférait être utile, plutôt qu'impressionnant. Lorsqu'ils se sont fiancés, Belle m'a appelé avant même d'appeler sa mère. Je me souviens exactement où je me tenais, dans ma cuisine, quand mon téléphone a sonné et que son nom est apparu sur l'écran. Whitfield, a-t-elle dit, et je pouvais entendre qu'elle pleurait. Des larmes de joie. Je voulais que tu sois le premier au courant. Theo m'a fait sa demande hier soir. J'ai dû m'asseoir. Elle avait 26 ans, et elle m'appelait toujours avant sa propre mère, pour partager une nouvelle pareille. Je lui ai dit que j'étais fier d'elle, que Theo était un homme chanceux, et que peu importe le coût du mariage, je voulais être celui qui le paierait. Elle a essayé de protester. Je ne l'ai pas laissé faire. Cette conversation a eu lieu 14 mois avant le mariage. Quelque part au cours de ces 14 mois, un basculement s'est opéré. Et je vous avoue aujourd'hui, ce que je n'arrivais pas à m'avouer à l'époque, je n'ai pas vu ce changement se produire sous mes yeux. J'étais occupé. Ce printemps-là, j'avais 3 litiges de succession en cours de médiation. J'avais aussi un associé de mon cabinet qui prenait sa retraite, et dont le plan de succession devait être finalisé. Enfin, j'avais une femme qui, je le comprends maintenant, construisait activement une version des faits. Dans cette version, je devenais lentement et délibérément de moins en moins nécessaire au récit du mariage de sa fille. Cela a commencé par de petits détails. Je n'ai pas été inclus dans la dégustation du menu, ce que Camille a expliqué comme étant un oubli. L'organisateur n'avait réservé que 4 places, et elle avait supposé que je ne voudrais pas m'imposer 2 heures à comparer des préparations de saumon. Bref, j'ai laissé passer. Je n'ai pas non plus été inclus dans les discussions sur le plan de table. Pourtant, un soir, en jetant un œil à un brouillon que Camille avait laissé ouvert sur l'îlot de la cuisine, j'ai remarqué que mon nom n'y figurait pas du tout, pas même à une table du fond. Quand je l'ai interrogée à ce sujet, elle a répondu que le plan était encore en cours d'élaboration, et que bien sûr, j'aurais une place. Ne sois pas paranoïaque, Whitfield. J'ai laissé passer cela aussi. C'est l'effet que produisent 19 années de confiance sur un homme, cela le rend lent à croire les preuves qu'il a sous les yeux. La répétition générale a eu lieu le jeudi précédent le mariage. Elle s'est déroulée dans le même vignoble où la cérémonie devait se tenir, 2 jours plus tard. C'était une propriété appelée Ashbourne Hill, située en retrait d'une route à 2 voies, à l'extérieur de Middleburg. On y trouvait une ancienne grange laitière, transformée en salle de réception, avec des poutres apparentes et des guirlandes lumineuses. Je n'ai pas non plus été invité au dîner de répétition. Camille m'a expliqué que l'événement restait en petit comité, réservé à la famille immédiate et au cortège nuptial. Elle m'a dit que je devais prévoir d'arriver directement pour la cérémonie, le samedi. Je veux être honnête avec vous. À ce stade, une part de moi, silencieuse et inexprimée, avait déjà commencé à comprendre ce qui se passait. Je ne m'étais simplement pas encore permis de prononcer ces mots à voix haute, même dans ma propre tête. Un homme peut savoir quelque chose, et refuser de le savoir, en même temps. J'étais devenu très doué pour cet exercice particulier, au cours des 18 mois précédents. Ce que j'ignorais, ce que je n'apprendrais que bien plus tard, c'est que Belle n'avait rien à voir avec tout cela. Ma belle-fille, cet enfant qui avait porté un toast émouvant à notre mariage lorsqu'elle avait 12 ans, avait passé la majeure partie de l'année à se faire mentir par sa propre mère. Le mensonge portait sur une liste d'invités, que Camille avait discrètement et délibérément modifié en coulisses. Camille avait dit à Belle que j'étais mal à l'aise à l'idée de venir. Elle lui a raconté que nous nous étions disputés, que j'étais trop gêné pour en parler, et qu'il serait plus facile pour tout le monde de ne pas imposer ma présence. C'était un jour qui devait être consacré à Belle et Theo. Submergée par le stress de son propre mariage, et faisant confiance à sa mère comme le font généralement les filles, Belle n'avait pas pensé à m'appeler pour me poser la question directement. Elle a supposé, parce que sa mère lui avait donné toutes les raisons de le supposer, qu'il s'agissait d'un conflit privé entre adultes, dans lequel elle ne devait pas s'immiscer. Samedi matin, j'ai conduit jusqu'à Middleburg. Dans ma poche de poitrine, j'avais une carte, que j'avais passé 3 nuits à écrire et réécrire, avec un chèque à l'intérieur. C'était un cadeau de mariage, en plus de tout ce que j'avais déjà payé.
Parce que je suis comme ça, même quand mon instinct me dicte d'être prudent. Je portais le costume bleu marine que Camille avait choisi pour moi, 8 mois plus tôt, à une époque où nous nous parlions encore comme des personnes partageant une vie commune. Je me suis garé sur le parking de débordement en gravier, car le parking principal était déjà plein. J'ai marché vers l'entrée de la grange laitière, où se tenait une jeune femme en robe noire. Elle avait un iPad et vérifiait les noms sur une liste numérique. Callaway, lui ai-je dit. Whitfield Callaway. Elle a fait défiler l'écran. Elle l'a fait défiler encore. Elle a levé les yeux vers moi, avec l'embarras typique de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il s'apprête à annoncer une mauvaise nouvelle. Surtout à un homme dont le costume coûte plus cher que son loyer mensuel. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je ne vous ai pas sur la liste. Laissez-moi juste. C'est alors que Camille est apparue. Elle est sortie de derrière un massif d'hortensia blanc, comme si elle avait attendu ce moment précis, comme si elle s'était positionnée là exprès. Elle portait une robe couleur champagne, avec l'élégance d'une mère de la mariée. Ses cheveux étaient bouclés par un professionnel. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose traverser son visage, quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité, avant que ses traits ne se durcissent pour exprimer toute autre chose. Whitfield. Sa voix était ajustée pour un public. Elle parlait assez fort pour que le groupe d'invités, qui attendait derrière moi, se taise. Vous n'êtes pas sur la liste. Il doit y avoir une erreur. Elle a posé sa main à plat sur ma poitrine. Elle ne m'a pas poussé, mais a exercé juste assez de pression, pour que le geste soit sans équivoque aux yeux de tous les spectateurs. 200 personnes. Des personnes que j'avais reçues chez moi, des personnes pour les enfants desquels j'avais rédigé des fonds d'études. Ces gens, qui avaient dîné à ma table plus de fois que je ne pouvais compter, ont regardé ma femme depuis 19 ans me refuser l'entrée d'un événement, que j'avais rendu possible en payant 41 000 $. Je veux que vous compreniez une chose sur qui je suis, car c'est important pour la suite des événements. Je ne suis pas un homme qui élève la voix en public. J'ai passé 26 ans dans des pièces où des familles se déchirent pour de l'argent. J'ai appris il y a longtemps, que la personne qui reste calme est toujours celle qui sort de cette pièce avec l'avantage. Alors, j'ai regardé Camille et j'ai dit, c'est bon. 2 mots. Je me suis retourné. J'ai traversé le parking en gravier, en passant devant les invités qui me dévisageaient désormais ouvertement, et devant un voiturier qui fuyait mon regard. Puis, je suis monté dans ma voiture. Je suis resté assis là pendant exactement 4 minutes, avant de démarrer le moteur. Je sais que c'était 4 minutes, parce que j'ai regardé l'horloge en me garant, et je l'ai regardé de nouveau avant de partir. Et durant ces 4 minutes, quelque chose en moi est devenu très, très silencieux. Pas un silence triste. Un silence calculateur. Le même silence que je ressens dans une salle de conférence, lorsqu'un client m'annonce que son frère ou sa sœur vient d'essayer de falsifier une signature sur une modification de fiducie. J'ai conduit les 50 minutes de trajet pour rentrer à Great Falls, sans allumer la radio. Voici ce que presque personne n'a compris à ce mariage. Ce que Camille elle-même avait apparemment oublié, plongée dans le brouillard de justification qu'elle avait bâti autour de son propre comportement, au cours des 18 mois précédents. Je suis un avocat spécialisé en droit des successions. J'ai passé plus de 2 décennies et demie à structurer très exactement ce type d'architecture financière. C'est elle qui détermine ce qu'il advient d'un mariage, d'une entreprise et d'un héritage, lorsque la confiance s'effondre. Je ne me mets pas en colère comme les autres hommes le font. Je deviens précis. En entrant dans mon bureau chez moi, cet après-midi-là, toujours vêtu de mon costume bleu marine, je ne me suis pas servi un verre. Je ne me suis pas assis dans l'obscurité pour m'apitoyer sur mon sort, bien que Dieu sache que j'en avais toutes les raisons. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai appelé un homme nommé Garrison Okafor Reyes. Il était mon ami le plus proche depuis la faculté de droit de l'Université de Virginie. Il dirigeait désormais l'un des cabinets de droit de la famille les plus respectés du comté de Fairfax. Garrison et moi jouions au golf ensemble, un dimanche sur 2, depuis près de 20 ans. Il avait été là, assis à 2 tables de la mienne, lors de mon mariage avec Camille. Il a décroché à la 2e sonnerie. Garrison, c'est Whitfield. J'ai besoin que tu libères ta matinée de demain. Que s'est-il passé? Je lui ai raconté. Tout. D'un ton neutre et organisé,
de la même façon que j'expose aux clients les faits de leur propre dossier. C'était la seule façon que je connaissais pour aller jusqu'au bout, sans que ma voix ne se brise. Il est resté silencieux un long moment après que j'ai terminé. Whitfield, a-t-il fini par dire, je connais Camille depuis presque aussi longtemps que je te connais. J'ai besoin que tu sois certain de toi, avant que nous ne fassions quoi que ce soit d'irréversible. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien, lui ai-je répondu. Elle n'a pas fait d'erreur ce soir, Garrison. Elle a pris une décision. Son erreur, c'est d'avoir pensé que je ne remarquerais pas que c'était délibéré. Ce que Camille ignorait, et ce que presque personne dans cette famille ne savait, c'était la structure réelle de nos finances. 19 ans plus tôt, avant de nous marier, j'avais insisté, doucement mais fermement, pour établir un contrat de mariage. Non pas par manque de confiance envers Camille, mais parce que j'avais vu trop de mariages s'effondrer dans mon bureau, pour m'engager sans protection, peu importe à quel point j'aimais la personne. Camille avait accepté sans grande résistance à l'époque. Elle n'avait financièrement que très peu à apporter au mariage. L'accord, rédigé par le prédécesseur de Garrison au cabinet, protégeait les actifs que j'y apportais. Cela incluait une propriété à Great Falls, qui appartenait à ma famille depuis 2 générations. Il y avait aussi un important portefeuille d'investissement, qui avait grandi discrètement et régulièrement pendant la majeure partie des 3 dernières décennies. Mais voici le détail qui comptait le plus. C'était celui que Camille avait soit oublié, soit dont elle n'avait jamais totalement compris les implications. Lorsque Callaway Interior a eu besoin d'un capital de départ il y a 12 ans, le prêt initial de $240 000 ne venait pas d'une banque, mais de moi. Il a été structuré comme un prêt personnel, issu de mes propres actifs d'avant le mariage. Les statuts de l'entreprise elle-même ont été rédigés avec des clauses qui m'accordaient une garantie contractuelle sur la société, jusqu'à ce que le prêt soit intégralement remboursé. Camille avait remboursé environ $60 000 de cette somme au fil des ans, par versements irréguliers. Le reste s'était tranquillement fondu dans la structure plus large de nos finances communes. Sur le papier, cependant, cela n'avait jamais été véritablement résolu. Elle avait bâti un cabinet de design extrêmement florissant. C'était le genre d'agence désormais régulièrement mise en avant dans les publications régionales. Et tout cela reposait sur une fondation sur laquelle, document à l'appui, j'avais toujours une créance légale. Elle n'y avait simplement plus jamais pensé, une fois que l'entreprise s'était mise à prospérer. Moi, j'y avais pensé chaque année. De la même façon que je repense à chaque document que j'ai pu rédiger, car c'est là toute la rigueur de ma profession. Je savais aussi une autre chose que Camille ignorait que je savais. 3 semaines avant le mariage, j'avais discrètement engagé une détective privée. C'était une femme méticuleuse, à la voix douce, nommée Priscilla Vandermeer. Elle avait accompli un travail discret pour plusieurs de mes clients au fil des ans. Son rôle était de confirmer ce que mon instinct me disait à propos de Desmond à Chartley. Le rapport est arrivé un mardi, 2 jours avant ce dîner de répétition auquel je n'étais pas invité. Il contenait, entre autres, des relevés d'hôtel provenant d'un établissement à Georgetown, s'étalant sur une période de 11 mois. Il y avait aussi plusieurs photographies, que j'ai regardées exactement une fois. Je l'ai fait avec le même détachement professionnel et contrôlé, que j'applique lors de l'examen des preuves dans n'importe quelle affaire. Ensuite, j'ai verrouillé le dossier dans le coffre-fort de mon bureau, en décidant que je m'en occuperais selon mon propre calendrier, et non celui de Camille. Ainsi, lorsque Garrison est arrivé chez moi à 8 heures le lendemain matin, le dimanche suivant le mariage, il avait un dossier en cuir sous le bras. Il affichait cette concentration sombre, propre à un homme qui a passé une nuit blanche à rédiger des documents. Mais nous ne partions pas de zéro. Nous terminions quelque chose que j'avais déjà commencé à construire, des mois plus tôt, sans me l'avouer totalement. « Explique-moi précisément ce que tu veux faire », a dit Garrison. Il s'est assis en face de moi, à ma table de cuisine. Cette même table où j'avais aidé Belle à remplir ses formulaires d'aide financière, 8 ans auparavant. Je veux que la garantie sur Callaway Interior soit exécutée formellement et immédiatement, ai-je répondu. Je veux une lettre de mise en demeure formelle, pour le solde impayé du prêt. Le montant total doit être exigé sous 30 jours, exactement comme le spécifie l'accord initial. Je veux que la demande de divorce soit rédigée, en y citant intégralement le contrat de mariage. Et je veux que le nom de Desmond à Chartley, ainsi que les relevés de l'hôtel de Georgetown, soient joints en tant que pièce justificative pour la clause d'infidélité.
Cette clause, comme tu t'en souviens, affecte considérablement les dispositions relatives à la pension alimentaire, que nous avions intégrées à cet accord il y a 19 ans. J'ai fait une pause. Et je veux que tout cela lui soit remis demain matin. Pas parce que j'essaie de la ruiner, Garrison. Mais parce que j'en ai fini d'être patient avec des gens, qui confondent ma patience avec de la faiblesse. Garrison m'a observé longuement. Et Belle ? Cette question a frappé plus fort que n'importe quoi d'autre qu'il aurait pu dire. Belle n'a rien à voir là-dedans, lui ai-je affirmé. Il faut que tu comprennes cela clairement, avant que nous n'allions plus loin. Quoi qu'il arrive avec Camille, Belle reste ma fille. Rien de ce qui va se passer demain ne doit l'affecter directement. Je me chargerai moi-même de cette conversation. Les documents ont été expédiés lundi matin. Ils ont été remis en main propre, par un huissier de justice, au bureau de Camille sur King Street. C'est la même rue où se trouve mon propre bureau, à 2 pâtés de maison de là. Un détail que j'ai noté avec une sorte d'ironie amère, sur laquelle je ne me suis pas trop attardé. La lettre de mise en demeure concernant le solde du prêt de Callaway Interior a été remise simultanément, au représentant légal de l'entreprise. La demande de divorce, accompagnée de ses pièces justificatives, a été déposée à notre domicile de Great Falls le même après-midi. Pendant ce temps, j'étais au bureau. J'y gérais, avec ce que je ne peux décrire que comme un calme surréaliste, la signature de routine d'une fiducie pour une cliente âgée et son petit-fils. Mon téléphone a commencé à sonner à 14h14 cet après-midi-là. Je l'ai laissé basculer sur la messagerie. Il a sonné de nouveau à 14h19, puis à 14h31, et à 14h47. À 16h, j'avais 11 appels en absence de Camille, et 3 d'un numéro que je ne connaissais pas. Un numéro qui s'avérerait être celui de Desmond, comme je l'apprendrai plus tard. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je suis rentré chez moi à mon heure habituelle, j'ai dîné seul à cette même table de cuisine, et je suis allé me coucher. Le lendemain soir, en rentrant du bureau, Camille m'attendait dans l'allée. Elle était assise sur les marches du porche, dans le froid de novembre, sans manteau. Cela m'a frappé, même à ce moment-là, comme une sorte de mise en scène. Exactement comme tout ce qui entourait ce jour de mariage avait été une mise en scène, pour un public de 200 personnes. Je me suis garé et je suis lentement descendu de ma voiture. « Tu essaies de me détruire » a-t-elle lancé, avant même que je n'aie atteint les marches. Sa voix était éraillée, d'une façon que je n'avais pas entendue depuis des années. 240 000 $, Whitfield. Tu veux que je liquide mon entreprise pour une dette vieille de 12 ans, alors que nous étions tous les deux d'accord pour dire qu'elle n'avait plus d'importance? Nous n'avons jamais convenu qu'elle n'avait pas d'importance, ai-je rétorqué, en gardant une voix neutre. Tu as arrêté de la rembourser, et j'ai arrêté de te le rappeler. J'avais confiance dans le fait que ce que nous partagions dépassait un simple tableau de chiffres. Apparemment, je me trompais. Alors maintenant, nous en revenons au tableau de chiffres. C'est à propos du mariage, a-t-elle insisté. Tu me punis parce que j'ai pris une mauvaise décision à l'entrée. Camille. Je me suis arrêté sur la 2e marche, assez près désormais pour voir que son maquillage avait coulé. Cette maîtrise d'elle-même, qu'elle avait portée comme une armure pendant 1 an et demi, s'était finalement fissurée. Je sais pour Desmond. Le silence qui a suivi a duré assez longtemps pour que le chien d'un voisin se mette à aboyer, quelque part dans la rue. Et j'ai vu la réalisation s'inscrire sur son visage. C'était l'effondrement spécifique et total d'une personne qui vient de comprendre que la version des faits qu'elle gérait depuis des mois, a volé en éclats d'un seul coup. Je peux expliquer ça, a-t-elle fini par lâcher. Ce qui correspond très exactement à ce que disent les gens, comme je l'ai appris en 26 ans de métier, lorsqu'il n'y a plus rien à expliquer. Je n'en ai pas besoin, lui ai-je rétorqué. J'avais besoin que tu me maintiennes sur la liste des invités d'un mariage que j'ai payé. Tu n'as pas réussi à le faire. Alors maintenant, je n'ai plus besoin de quoi que ce soit d'autre de ta part non plus. J'ai appelé ma belle-fille le dimanche suivant, soit 6 jours après son mariage. Je lui ai demandé si elle voulait me retrouver pour prendre un café, juste nous deux. C'était un endroit dans la vieille ville d'Alexandria, où nous allions souvent lorsqu'elle était à l'université. Elle s'y rendait quand elle avait besoin de se confier à quelqu'un d'autre que sa mère. Elle est apparue en jean et avec un pull oversize. Elle avait l'air épuisée, de cette manière si particulière dont les jeunes mariés sont épuisés.
Dès l'instant où elle s'est assise en face de moi, elle s'est mise à pleurer, avant même qu'aucun de nous n'ait prononcé un mot. Whitfield, je ne savais pas, a-t-elle dit. Je te jure devant Dieu, je ne savais rien de tout ça. Maman m'a dit que tu ne voulais pas venir. Elle m'a dit que vous vous étiez disputés et que tu ne voulais pas en parler. J'aurais dû t'appeler. J'aurais dû simplement t'appeler, au lieu de la croire. J'ai tendu le bras par-dessus la petite table en marbre et je lui ai pris la main. C'était exactement comme je l'avais fait, des années plus tôt, lorsqu'elle avait 11 ans et qu'elle pleurait sur un contrôle de mathématiques qu'elle avait raté. Tu n'as rien fait de mal, l'ai-je rassuré. Tu as fait confiance à ta mère, comme toute fille devrait pouvoir le faire. Tu n'y es pour rien, et j'ai besoin que tu l'entendes vraiment. Ne te contente pas de hocher la tête et de faire semblant de l'entendre. Que va-t-il se passer maintenant, a-t-elle demandé. Avec toi et maman? J'ai été honnête avec elle. J'ai fait comme j'ai toujours essayé de l'être avec elle, même quand la franchise était dérangeante. Ta mère et moi divorçons, ai-je dit. Il y a des questions financières entre nous qui vont être compliquées, et je ne prétendrai pas le contraire. Mais belle, écoute-moi bien. Rien de tout cela ne change ce que nous sommes l'un pour l'autre. Je suis toujours ton père, de toutes les manières qui ont jamais compté. Et ça, aucun plan de table de mariage ne peut le défaire. Elle a pleuré de plus belle à ces mots. C'étaient des larmes de soulagement. Je suis resté assis avec elle dans ce café, pendant près de 2 heures, pendant qu'elle me racontait tout. Elle m'a décrit la version de l'organisation du mariage que Camille avait fabriquée. Ces mensonges superposés avec tant de soin, que même une fille qui m'aimait n'avait pu les percer à jour à temps. Théo nous a rejoints vers la fin. Belle lui avait envoyé un texto au cours de la 2e heure. Il m'a serré la main et m'a parlé avec cette franchise que j'avais appréciée chez lui dès le début. Il m'a dit qu'il était désolé, qu'il ne savait pas non plus. Et il a ajouté que j'aurais toujours une place à n'importe quelle table, que Belle et lui dresserait. Les mois suivants se sont écoulés avec cette lenteur écrasante et particulière, que quiconque a traversé un divorce conflictuel reconnaîtra. Camille a engagé sa propre avocate. C'était une femme acariâtre et agressive, issue d'un cabinet de Tyson & Corner. Lors des premières audiences, elle a tenté de faire invalider le contrat de mariage, au motif qu'il était abusif. C'était une tactique familière, que j'avais vue se déployer contre des dizaines de clients au fil des ans, et que j'avais franchement anticipé. Garrison a démonté cet argumentaire en un seul après-midi de déposition. Il a guidé le tribunal à travers 19 années de relevés financiers, la documentation du prêt initial pour Callaway Interior, ainsi que la propre signature de Camille, notariée et certifiée par des témoins, sur l'accord original. Le prêt commercial a été la partie qui l'a le plus blessé, je crois. Plus que le divorce lui-même. Plus encore que le fait que sa liaison ne devienne une affaire publique inscrite au dossier judiciaire. Callaway Interior, l'entreprise qu'elle avait bâtie à partir de rien, l'agence avec ses clients du congrès et ses articles de magazine, a été contrainte d'accepter un plan de remboursement structuré. Cela l'a obligée à liquider une part importante de ses parts de propriété à un acheteur privé. Cet acheteur était une entreprise concurrente de Hemselin, qui tentait d'acquérir sa liste de clients depuis des années. Ils ont alors eu l'opportunité de le faire, à une valorisation en forte baisse. Tout cela, parce que le prêt en cours, plus 19 années d'intérêt accumulés selon les termes qu'elle avait elle-même signés, devenait exigible d'un seul coup. Je veux être honnête avec vous. Au cours de ces premiers mois, une part de moi a tiré une sombre satisfaction de cette situation. J'ai observé la structure que j'avais bâtie, des années plus tôt, faire exactement ce pourquoi elle avait été conçue. Je ne suis pas fier de cette facette de moi-même. Mais je ne vais pas non plus prétendre qu'elle n'était pas là. Pour sa part, Desmond Hartley a disparu de la vie de Camille. Il l'a fait avec une rapidité qui m'a tout dit sur la nature réelle de ce qu'ils avaient partagé. Il s'est avéré qu'il était en train de lever un nouveau fonds d'investissement. Il n'avait aucun intérêt à être publiquement associé à un divorce houleux et bien documenté, qui le nommait explicitement dans les dossiers du tribunal. Il a cessé de répondre à ses appels, dans les 3 semaines qui ont suivi la publication des documents. Plus tard, par le biais du petit réseau de ragots qui existe dans tout cercle social restreint, j'ai eu des nouvelles de Camille. Elle a passé ce Noël seule, dans un appartement en location à Falls Church. La maison de Great Falls m'était en effet revenue, selon les termes du contrat de mariage.
Pendant ce temps, son entreprise se restructurait autour d'elle. Et l'homme pour lequel elle avait tout risqué, s'est évaporé dès l'instant où leur relation est devenue gênante. Je ne vais pas vous dire que je n'ai rien ressenti en voyant tout cela se dérouler. J'ai ressenti quelque chose, mais ce n'était pas de la joie à proprement parler. C'était plus proche du sentiment que l'on éprouve, lorsqu'une structure conçue pour supporter un poids important est enfin testée, et ne cède pas. De la justification peut-être, mais du genre silencieux et épuisé. Pendant ce temps, Belle et Théo sont devenus une part immuable de ma vie. À vrai dire, cela comptait bien plus pour moi, que tout ce qui pouvait se passer dans la procédure de divorce. Ils ont emménagé dans une maison de ville à Delray, à 15 minutes de mon bureau. Je me suis retrouvé à leur table de cuisine presque tous les dimanches soirs. De la même façon que j'étais autrefois à la table de cuisine de Camille, quand Belle n'était qu'une fillette qui faisait ses devoirs de maths. Ce printemps-là, Belle a terminé son master en politique publique. Elle a accepté un poste au sein d'une organisation à but non lucratif, spécialisée dans l'équité en matière de logement, en Virginie du Nord. C'est un travail dont j'étais, et reste, profondément fier. Lorsqu'elle est tombée enceinte l'année suivante, elle m'a appelé avant de contacter qui que ce soit d'autre, exactement comme elle l'avait fait pour ses fiançailles. À la fin de l'automne, lorsque sa fille est née, Théo et elle l'ont nommée Eleanor Whitfield Whitlock. Mon nom s'est ainsi retrouvé tissé à jamais dans la génération suivante de cette famille. Une famille qui n'avait rien à voir avec les liens du sang, mais tout à voir avec ceux qui répondent présents. J'ai tenu Eleanor dans mes bras, dans la chambre d'hôpital, 2 heures après sa naissance. C'était une personne incroyablement petite. Elle ne connaîtrait jamais une version de sa famille où je ne serais pas, tout simplement et incontestablement, son grand-père. Camille n'était pas dans cette chambre d'hôpital. Elle avait demandé à venir. Belle me l'a confié plus tard avec douceur, de la façon dont elle me dit les choses difficiles désormais. Belle avait expliqué à sa mère qu'elle avait besoin de temps. Le mariage, et tout ce qui a suivi, avait modifié quelque chose entre elles. Quelque chose qui n'était pas encore prêt à être réparé. Je n'ai jamais demandé à Belle de faire ce choix. Je veux être très clair à ce sujet. Je n'ai pas dit une seule fois à ma belle-fille de choisir son camp. Elle a pris cette décision entièrement seule. Elle a observé les preuves de qui s'était réellement montré présent pour elle, année après année. Exactement comme j'avais appris, il y a longtemps dans ma propre carrière, que les gens finissent toujours par le faire. Cela fait presque 2 ans maintenant, depuis ce jour à Middelburg. Depuis que je me suis tenu à l'entrée d'une tente remplie de roses blanches, et qu'on m'a dit qu'il devait y avoir une erreur. J'ai repensé à cette phrase plus de fois que je ne saurais compter depuis lors. Il doit y avoir une erreur. Camille avait raison en un sens, bien que ce ne soit pas de la façon dont elle l'entendait. Il y a bien eu une erreur ce jour-là. Ce n'était simplement pas la mienne. L'erreur a été de croire que 19 années de patience et de constance chez un homme pouvaient être confondues avec 19 années d'absence totale de caractère. L'erreur a été de supposer qu'un homme, qui passe sa carrière à structurer les conséquences de la trahison pour d'autres familles, allait simplement encaisser lorsque sa propre confiance serait brisée. D'autant plus, sous le regard d'un public de 200 personnes. Je pratique toujours le droit des successions à Alexandria. J'aide toujours les familles à décider qui obtient quoi, qui reste dans les mémoires, et qui est discrètement rayé de l'histoire, une fois que les proches ont disparu. Aujourd'hui, je perçois ma propre famille différemment qu'avant le jour de ce mariage. Je pense moins en termes de lien du sang. Je me fie davantage à ceux qui répondent présents, année après année, dans les moments sans prestige, non documentés, que personne ne fait figurer sur un plan de table. Belle m'appelle tous les dimanches maintenant, juste pour discuter, comme elle le faisait autrefois pour ses devoirs de mathématiques. Eleanor a presque 1 an, et a commencé à bredouiller un mot qui, avec un peu d'imagination, ressemble à Pop. C'est le surnom que Théo et Belle ont décidé de me donner. Un petit cadeau délibéré qu'ils n'étaient pas obligés de m'offrir, mais qu'ils m'ont accordé tout de même. Je ne sais pas ce qui est advenu de l'entreprise de Camille sur le long terme. Pas totalement. J'ai entendu dire indirectement que Callaway Interior avait survécu à la restructuration. Elle est plus petite aujourd'hui, avec un nom différent sur la moitié de son capital, mais elle fonctionne toujours. Je ne lui souhaite sincèrement aucun autre mal. Mon métier n'est pas de me venger pour le simple plaisir de la vengeance. Ça n'a jamais été le cas.
Mon métier était celui des conséquences. Il s'agissait de m'assurer que les structures, que j'avais passé ma vie à bâtir, signifient réellement quelque chose lorsqu'elles sont enfin mises à l'épreuve. Ce que j'ai appris dans les mois qui ont suivi ce mariage, c'est que vous pouvez aimer quelqu'un pendant 19 ans, et rester totalement étranger à ce dont il est capable. Surtout s'il pense que personne ne le surveille d'assez près pour s'en apercevoir. Mais vous pouvez aussi découvrir, parmi ces décombres, qui veillait réellement sur vous depuis le début. Vous pouvez voir qui vous a véritablement choisi, encore et encore, à travers tous ces petits détails, qui ne sont jamais photographiés pour un reportage de magazine, mais qui comptent infiniment plus que tout le reste. Et, juste une minute avant que vous ne partiez, je veux ajouter un mot à ce sujet. Ce qui m'a poussé à écrire cette histoire, ce n'est pas le mariage. Ce n'est même pas l'argent. C'est la durée pendant laquelle Whitfield est resté silencieux, alors que tous ces petits signes s'accumulaient. La dégustation manquée, le plan de table, le dîner de répétition auquel il n'était pas invité. Nous faisons tous ça. Nous remarquons que quelque chose cloche, et nous nous convainquons du contraire. Parce que la réalité alternative est trop douloureuse à accepter. Et honnêtement, je ne pense pas que rester calme dans ces moments-là fasse de vous quelqu'un de faible. Je pense que cela vous rend dangereux, dans le meilleur sens du terme. Car au lieu de réagir, vous êtes attentif. Alors, si vous avez un pressentiment à propos de quelqu'un en ce moment, et que vous continuez à lui trouver des excuses, peut-être devriez-vous vous y fier un peu plus.